Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur la série de films d'anthologie Scream, vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que Scream, j'ai vraiment aimé le premier Scream qui était sorti en 1996. C'est un film que j'ai été voir 2 fois au cinéma à l'époque. Ça m'avait complètement bouleversé, je te dirais, d'un point de vue de spectateur. C'est quelque chose que j'avais trouvé juste génial. C'est quelque chose que j'avais trouvé extraordinaire parce que je m'étais dit qu'on pouvait pas renouveler un genre comme le genre slasher, hein, c'est ça un petit peu le genre de film de Scream. Après Halloween, après des tas de films qui ont déjà été faits sur le sujet et qui d'ailleurs avaient été très bien faits, si je pense à Halloween en 1978 de John Carpenter, mais qui a été repris un milliard de fois dans d'autres films, avec tous les codes visuels et cinématographiques, scénaristiques, de réalisation qu'on connaît, et même de jeux d'acteurs. Donc, je veux dire, à un moment donné, ça s'épuise. C'est certain que ça s'épuise. Il n'y a plus réellement de nouveautés. Et là, il y avait quelque chose de nouveau, si tu veux, qui était réellement arrivé, avec beaucoup de références cinématographiques un peu à la Tarantino, mais dans l'univers slasher movie. Donc Scream, pour moi, est un film qui est très réussi. C'est un film d'anthologie. C'est un film culte. Pour moi, carrément culte. Ouais. Ça fait partie de mon top. Je parle souvent de mon top 10 ou mon top 5, là, mais Scream vraiment fait partie de ça. À l'heure actuelle, on arrive à Scream 6. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur la série de films Scream? D'abord parce qu'ils ont sorti Scream 5, qui s'appelle juste Scream d'ailleurs, de 2022, sur Netflix. Donc c'est un film que j'ai été voir sur Netflix avec absolument aucune envie de voir ce film-là. Je te dirais, je reviendrai par après là-dessus, pourquoi. Et j'ai été hyper surpris. Ça m'a vraiment surpris. J'ai adoré ça. C'était phénoménal. C'est vraiment un film très bien conçu. Pas nécessairement aussi bon que le premier, c'est clair, parce que il n'y a plus l'originalité, hein, c'est certain, mais qui a été chercher un petit peu d'originalité dans sa conception scénaristique sur un genre, comme j'ai dit, surtout Scream, qui s'était épuisé au fur et à mesure des suites de Scream, je te dirais. Et c'est là-dessus que je voulais en venir. C'est Scream 2, Scream 3, Scream 4, pour moi, vraiment, ça sert à rien, quoi, ces films-là. Je me suis emmerdé comme jamais, et on va en parler peut-être après. Et du coup, j'avais aucune attente sur Scream 5, j'ai dit, ok, d'accord, on va continuer dans la même lignée, dans la même direction. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment un renouveau. Là, Scream 6 est sorti au cinéma, donc c'est sûrement pour ça, d'ailleurs, que Netflix a, si tu veux, eu les droits probablement du nouveau Scream, du dernier en date. Donc le Scream 6, qui a d'ailleurs été tourné à Montréal, petite anecdote là où je vis, donc on en parlait beaucoup parce qu'ils tournaient ça au centre-ville de Montréal. L'action ne se passe pas à Montréal, hein, dans Scream 6, mais à New York, mais ils utilisent souvent ici, on a tout le temps des tournages, on avait eu, je me souviens, début 2000, il y a quand même longtemps, l'Aviateur par exemple, c'était au centre-ville, ils avaient bloqué le centre-ville, mais on a des gros studios qui s'appellent les studios Melts, ici à Montréal, où il y a peut-être plus de la moitié des films américains qui sont tournés, honnêtement. Il y a beaucoup de films aussi qui sont tournés à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il y a des gros studios, mais c'est souvent plus des séries télé qui sont tournées là-bas. Donc, d'ailleurs, X-Files, on parle des années 90, c'était tourné à Vancouver. Donc, il y a quand même longtemps. Donc, il y a beaucoup de films américains qui sont tournés ici, mais c'est rare, si tu veux, qu'ils viennent s'implanter directement au niveau du centre-ville. D'accord? Donc, c'est quand même assez spécial. Mais en fait, moi, souvent, je regarde des films et je vois les panneaux ont été changés, mais je reconnais la rue. Je dis, mais non, c'est telle rue à Montréal. C'est toujours un peu bizarre. Ils changent les panneaux pour faire croire que c'est New York. Et en fait, c'est Montréal. Donc, c'est toujours assez étonnant. Dans les gros studios, il y a énormément de choses dans ces studios-là, même si c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant, avec des fonds verts, etc. Donc, le dernier Riddick, par exemple, avait été tourné dans les studios Melts. Donc, ce film-là a été réalisé le 5 et le 6 par Matt Bettinellini, Holpin et Tyler Gillett, qui eux d'ailleurs n'ont pas fait grand chose avant ça, si ce n'est ils ont fait quelque chose, mais ils ont beaucoup été découverts avec cette espèce de film d'anthologie qui s'appelle VHS, d'horreur, que j'avais beaucoup apprécié aussi. J'aimais beaucoup regarder ces films-là à l'époque, qui étaient des sortes de mockumentary, plus ou moins, appelle ça comme tu veux, un peu dégueulasse d'horreur, et donc faux documentaire en fait, qui n'est pas un documentaire. Et j'avais trouvé ça très réussi. Et ils ont donné ça à ces gars-là, avec au scénario James Vanderbilt et Guy Busick, qui reprennent évidemment les personnages de Kevin Williamson, mais il n'a pas participé au scénario du 5 et du 6. Et en fait, ça donne des choses quand même très intéressantes.
au niveau des idées, et a priori, le 6 est noté 7.2 sur IMDb. Je n'ai pas été le voir au cinéma, je n'irai pas le voir au cinéma, je ne paierai pas pour aller voir Scream au cinéma, je te le dis tout de suite. Bien que le premier, j'avais payé, mais là, plus maintenant, je vais attendre qu'il soit sur la plateforme Netflix, par exemple, disponible, et à ce moment-là, je le regarderai. Mais j'ai quand même hâte de le voir, vu que quand même le 5, j'avais trouvé ça relativement bien. Donc, même équipe que le 5, donc a priori bien, et les gens, pour le moment, sont assez satisfaits donc, de ce que j'ai lu des critiques. Donc on va revenir sur l'ensemble des films, brièvement, juste ça me donne une excuse de parler de Scream. Je vais terminer un peu là-dessus avant de revenir brièvement là-dessus, mais Scream, je pense que pour toi, peut-être, ça fait ce genre de choses-là. Scream, c'est un film qui est comme personnel pour moi. C'est comme mon film. je me le suis approprié directement. J'ai tellement aimé le premier Scream que ça fait quasiment partie de ma... quand j'en parle, j'ai de l'émotion, mais positive. Hein, ah ouais, c'est mon film, Scream. D'où ma déception pour les films d'après, d'ailleurs. Scream 2, 3, 4. On parle de ça tout de suite. Alors, le premier Scream qui date de 1996, que si t'as pas vu, faut que tu le vois, mais que tu te remets en contexte. C'est toujours ce que je dis. Il y a plein d'autres films maintenant qui ont été repris de Scream et qui ont essayé de copier-coller un petit peu comment ça se passe au niveau du scénario, au niveau de l'histoire. Mais il faut te dire que c'était le premier dans ce genre-là, avec référence, avec tueur très dynamique, avec beaucoup de choses comme ça. Peut-être qu'il va y avoir des spoilers, donc va voir le film et reviens voir la vidéo après si jamais ça t'intéresse. Mais par exemple, tu sais, dans Scream, il y a toujours ce système du tueur multiple. Hein. Il n'y a jamais qu'un seul tueur, il y en a toujours plusieurs. Il y a 2 Scream où il y en a qu'un, il me semble, le 3 et le 4. Mais sinon, c'est deux tueurs en général. Donc c'est ça un petit peu, si tu veux, l'originalité même du premier. C'est que tu l'avais pas vu venir qu'il y en avait 2. Vraiment pas. Et ce que j'avais trouvé génial dans le premier, c'est quand tu connais, et c'est pour ça que je l'avais vu regarder une deuxième fois aussi, puis après j'ai regardé plein de fois, quand tu connais l'identité des 2 tueurs, si tu regardes le film à nouveau, tu vas voir que les 2, notamment je pense par exemple à la scène de Vidéo Club avec Kennedy, qui vient d'ailleurs de l'univers Blockbuster, cet acteur-là qui faisait des publicités pour Blockbuster à la base, Jamie Kennedy, les 2 tueurs sont là et lui parlent, et ils se font des signes. Quand ils sont ensemble dans une même pièce, tu verras, ils se font des signes. Et tu le remarques pas, nécessairement, au départ. Et quand tu le revois une deuxième fois, tu dis, mais oui, c'est sûr, c'est pour ça. Donc, film de Wes Craven, scénario de Kevin Williamson, qui a percé, en fait, à Hollywood grâce au scénario de Scream. Il a mis ce scénario-là entre les mains de producteurs. Wes Craven est tombé dessus, il a trouvé que c'était une perle, il a dit il faut absolument faire ce film-là, c'est juste génial, l'idée est exceptionnelle, parce que Wes Craven était réellement dans son univers M Street, dans son univers, il aime beaucoup aussi Halloween de John Carpenter. Wes Craven, il en a parlé souvent, donc tu vas avoir des références dans Scream. D'ailleurs, petite parenthèse à ce niveau-là, à un moment donné, je pense que c'est Neve Campbell, ou je sais plus quel personnage dit d'appeler les Martini, je pense, ou quelque chose comme ça, je sais plus quoi, la famille d'à côté, qui a ce nom-là, et c'est le même nom de famille que dans Halloween, quand Jamie Lee Curtis a dit aussi d'appeler... donc c'est vraiment le même nom de famille, et l'adresse de la maison où se passe la tuerie à Woodsboro, elle est sur M Street. Donc en fait, Wes Craven voulait réunir tout son univers de Scream, même de Halloween qui est pas le sien, et de Freddy Krueger dans ce même univers-là, en disant que c'était un même univers, si tu veux, quelque part. Un petit peu fantastique, un petit peu fantasmagorique, tu appelles ça comme tu veux, mais ça n'a pas été montré visuellement, ça a été juste suggéré, d'accord ? Donc, bon. Donc, Wes Craven, qui malheureusement d'ailleurs est mort en 2015 des suites d'un cancer, donc c'est pour ça qu'il n'a pas continué, si tu veux, la série des Scream, il n'est plus là, hein, donc c'est sûr qu'il peut pas. Au niveau des acteurs, tu vas avoir Neve Campbell, qui joue le rôle de Sidney Prescott, naturellement l'héroïne des Scream, si tu les connais, Courtney Cox, tu vas avoir David Arquette, Skeet Ulrich, qui joue Billy Loomis, Drew Barrymore, tu vas avoir Matthew Lillard, qui joue Stu Masher, le deuxième tueur, et Roger Jackson, que j'aime beaucoup, que tu ne vois pas, mais qui fait la voix de Scream, parce que tout dans Scream repose, ça me donne des frissons, sur la voix et le masque et la dynamique du tueur. Tout est écrit là-dessus. Évidemment, tu as les références. Évidemment, tu as la manière dont le tueur va être présent et va te surprendre, puisque finalement, ils sont 2.
Donc, et que tu apprends par après, ce qui te donne beaucoup, si tu veux, de logique et de sens dans la cinématographie. C'est là où toi, en tant que spectateur, tu dis, bah oui, évidemment, c'est logique. Sinon, ça faisait plus aucun sens. Ça devenait un tueur extraordinaire. Mais en étant deux, ça devient pas un tueur extraordinaire. Ça devient un tueur logique. Mais tu as la voix et tu as le masque. Et ça, c'est extraordinaire. La voix qui, dans les scrims, va être définie comme un changeur de voix, hein, finalement, qui met... oups, j'ai touché mon micro. Qui met directement ici, qui fait que la voix est altérée. Mais en fait, c'est un acteur, Roger Jackson, qui donne sa voix à Scream avec ses intonations. Moi, je regarde toujours en version originale. Hein. Donc, avec ses intonations, cette manière de parler, ses pauses dans les phrases, qui sont très intéressantes, qui sont très importantes, parce que ça donne beaucoup plus, si tu veux, de teneur au niveau... comment dire, de la pression psychologique que le tueur peut exercer sur sa victime au niveau du téléphone. Et là, je trouve ça extraordinaire. Le masque qui est repris de Munch, tu sais, la personne qui crie là, Munch qui était un peintre, le crieur de Munch, ou je sais plus comment ça s'appelait. Et puis, ils ont fait les yeux de manière très triste, comme s'il pleurait, pour montrer, si tu veux, une dynamique chez le tueur qui est ambivalente. Donc, on a deux émotions qui sont diffusées dans le masque, et qui font en sorte que tu as réellement un tueur qui n'est pas quelqu'un avec une moralité, si tu veux, ordinaire. C'est quelqu'un qui exprime ses émotions d'une manière très outragieuse et très violente. Tu vois, donc tout ça est exprimé dans le masque, avec ces choses-là. Et évidemment, donc le masque a été créé pour le film, qui après a été repris pour Halloween, etc. Là, des gens qui se déguisent comme ça, mais tout a été créé pour le film, en fait, de toutes pièces. Et après, il y a toutes des choses, des dynamiques. C'est-à-dire que chaque tueur, peu importe dans les films, va toujours se précipiter. Ça reste un être humain, mais ça reste un être humain qui est, comme je te dis, sans moralité et qui est généré par son adrénaline. Donc, il va tuer quelqu'un, son adrénaline est très très haute, très haute, donc il va se jeter dans tous les sens à toute vitesse. Mais ça reste un humain, donc c'est pas Freddy Krueger, donc il se prend des coups, il tombe par terre, etc. Et moi, je trouve ça juste phénoménal et exceptionnel, c'est vraiment génial. Petite anecdote sur le masque par rapport au premier Scream, c'était produit par Weinstein, qui ne fait plus partie du milieu du cinéma, grâce à Dieu, à cause de toutes ces exactions dégueulasses qu'il a pu faire. Mais à l'époque, quand ils avaient présenté le masque, il avait trouvé ça stupide, il avait trouvé ça idiot, il avait dit mais non, vous repensez le masque tout de suite, vous faites quelque chose de différent, c'est complètement con. Et finalement, ils ont tourné les premières scènes avec Drew Barrymore, qui sont d'ailleurs les premières scènes linéaires, hein, qui ont été tournées dans l'ordre pour que Drew Barrymore puisse quitter le tournage éventuellement. Il y a eu 5 jours de tournage pour les premières scènes d'attaque. Et quand ils ont montré ça, il a changé d'avis. Il a dit oh, ok, d'accord, ça marche, ça fonctionne bien. Donc, premier Scream, très rapidement, vraiment film d'anthologie exceptionnel, génial, bien monté, bien réalisé, superment bien joué aussi, très étonnant. Il y a beaucoup des jeunes acteurs dedans, mais c'est vraiment exceptionnel. Musique de Marco Beltrami, hein, qu'il faut quand même retenir aussi, que j'aime beaucoup parce que il a monté sa musique. Ça aussi, c'est tout des trucs que j'ai en tête, mais je me suis beaucoup informé sur Scream depuis 1 million d'années. Il a monté sa musique comme si c'était un western et pas comme si c'était un film ordinaire, si tu veux. Donc, il a vraiment fait des variantes de western, mais dans un film d'horreur. Et ça donne cet état d'esprit. On parle de la musique de Marco Beltrami, pas des droits d'auteur, des musiques qui ont été rachetées hein, pour le film, puisqu'il y en a aussi, qui donne vraiment comme une orientation au niveau du visuel et, si tu veux, de la narration, qui est complètement originale, quoi. Et qui donne beaucoup, si tu veux, de dynamique. Ce qui va avec l'esprit du tueur. Donc, premier Scream, pour moi, parfait. C'est juste ça à dire, c'est juste parfait. On arrive à Scream 2 qui, très étonnamment, est sorti en 1997, donc vraiment très peu de temps après le premier Scream qui est sorti en 1996. Pourquoi? Parce que Kevin Williamson avait écrit le premier Scream et à la fin du premier Scream, il avait déjà donné des notes, une sorte de logline un petit peu améliorée, si tu veux, de l'histoire de Scream 2. Dans la tête de Kevin Williamson, Scream, c'était une trilogie. Donc 1, 2, 3, avec réellement une narration qui commence et qui se termine, tout un système au niveau des tueurs qui devait être comme ça, prorogé au niveau des 3 films, si tu veux. Donc c'était ça un petit peu l'idée. Et comme les studios ont vu à la sortie du film, le film a été tourné très rapidement quand même, c'est un film qu'ils estimaient être un petit film, c'était pas un film qu'ils estimaient, si tu veux, les studios Weinstein, ils estimaient pas être un blockbuster, si tu veux. Tu sais, il y avait ces blockbusters à côté de Scream qui allaient sortir, et ça c'est le film où on met un petit peu d'argent, et si on gagne de l'argent avec, tant mieux, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et en fait, Scream a été un blockbuster, donc sans qu'il le voit arriver.
Donc ils ont tout de suite donné la green light, ce qu'on appelle green light à Hollywood, donc le feu vert, pour Scream 2. Donc Wes Craven a tout de suite embarqué là-dessus. Kevin Williamson a tout de suite, il avait déjà en fait à la fin du premier Scream terminé le scénario de Scream 2, puisqu'il avait commencé à faire un truc, et comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc quand ils étaient sur le point de commencer, tout était déjà prêt, les acteurs étaient encore là, donc boum, et on commençait à tourner quasiment immédiatement. Quelques mois après, si tu veux, la fin du tournage. C'était vraiment rapide. Vu les chiffres, donc ça s'est fait quasiment immédiatement. Donc tout le monde a été là. Neve Campbell, tu vas la voir un petit peu moins dans Scream 2 au niveau qui joue le rôle de Sidney Prescott, parce que justement, elle, malheureusement, elle était en tournage ailleurs quand ils ont donné le feu vert, mais ils ne pouvaient pas le faire sans ce personnage-là, parce que le scénario était écrit autour du personnage. Donc tu vas la voir un petit peu moins à ce moment-là. Kevin Williamson est sur le point, lui, il le fait l'année d'après, en 1998, si tu veux trouver ça un petit peu bizarre, mais à écrire Dawson Creek. C'est lui qui a créé ça. Ok. La série qui a rien à voir avec un slasher, qui est juste une série pour ados, hein, donc Dawson, bon, ben voilà, si tu voulais savoir, c'est ça. Et après ça, évidemment, il a surfé un peu sur la base de Scream, donc I Know What You Did Last Summer, 1, 2, 3, 18, 24, que j'ai pas nécessairement apprécié. Le premier m'a vraiment fait chier. Urban Legend, The Faculty, donc plusieurs films comme The Faculty, c'était Robert Rodriguez qui avait réalisé ça avec Elijah Wood notamment. Donc beaucoup de films comme ça qui ont suivi, où j'ai trouvé comme justement, si tu veux, ça s'essoufflait, d'accord? Ça s'essoufflait. On reprenait la soupe de Scream et on la mettait un petit peu à toutes les sauces. Donc ça, j'ai trouvé un peu nul. Donc moins de Neve Campbell. Il voulait ouvrir plus le côté Scream 2, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est peut-être un petit peu moins, que c'est beaucoup moins bon que le premier d'ailleurs, à plus de monde, donc il voulait moins d'horreur. Weinstein il a dit il faut qu'on voit moins de sang, donc tu vas avoir moins de violence au niveau, par rapport au premier où tu vois beaucoup de sang, donc là tu vas en voir un petit peu moins, donc c'est plus épuré, Sidney Prescott apparaît moins, donc tout est comme plus diffus si tu veux au niveau de ce film-là. Donc dans ce film-là qui date de 1997, tu retrouveras Neve Campbell naturellement, Courtney Cox, David Arquette qui reprennent leur rôle, Jada Pinkett Smith, Jerry O'Connell, Timothy Olyphant, Heather Graham, Liev Schreiber, etc., etc. À l'intérieur de ce film-là, tu as un film qui est fait, qui s'appelle Stab, qui reprend en fait le Scream à la base, donc c'est un film dans le film. Et puis évidemment, tu as 2 tueurs encore, etc. Donc c'est très tiré par les cheveux, c'est repris. Spoiler alert, il y a la mère d'un des tueurs qui est dedans, je trouvais ça complètement débile. Timothy Olyphant, on sait tout de suite que c'est un des 2 tueurs, c'est immédiat, je veux dire, j'avais été le voir au cinéma, je dis ok, mais c'est lui. C'était complètement con, comment c'était fait. Donc j'ai trouvé toutes les idées en arrière, si tu veux, c'était du réchauffé, pas très bien fait, pas super bien joué non plus par moment, donc très déçu par Scream 2, je te dirais, grosso modo, pas ma tasse de thé.